Total Gabon épinglé par le fisc gabonais, l'entreprise pétrolière qui serait redevable de 402 milliards de francs refuse catégoriquement de payer sa dette. Et puis, c'est demain que le gouvernement se retrouve à Franceville à la faveur d'un séminaire. Les assises de la capitale altogovéenne vont permettre au gouvernement de penser stratégie visant à asseoir une politique sociale efficace. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Franceville, la capitale altogovéenne, abrite dès demain le séminaire gouvernemental, le deuxième du genre depuis 2009. Ces assises ont donc un objectif majeur, penser stratégie visant à asseoir une politique sociale efficace. L'analyse de Sébastien Tunto. Ville de la Lopé, province de Logou et Vindo, 2009, c'est une rencontre qui restera à jamais gravée dans les mémoires. C'était le premier rendez-vous du genre du tout premier gouvernement Biyowemba autour du chef de l'État. Un séminaire gouvernemental pour statuer sur le concept de l'émergence avec question de base, comment mettre en pratique ce qui était encore un projet de société, l'avenir en confiance, dans le processus de développement du Gabon. L'approche des assises de la Lopé était pédagogique, donner des armes au gouvernement pour une action efficace. La mise en œuvre de la politique d'émergence constitue fondamentalement une mutation profonde de notre société. Celle-ci nous impose un véritable et réel changement de mentalité dans lequel doit figurer en bonne place la réhabilitation des valeurs morales, patriotiques et professionnelles, nourries notamment d'engagement, de rigueur et de discipline. Parce que l'avènement d'un pays émergent implique scission, adaptation, déconstruction et construction. Nous sommes donc forcément dans une phase de renouvellement des normes et valeurs qui doivent guider notre action au service du peuple gabonais. Vous êtes, mesdames et messieurs, aux fonctions qui sont les vôtres, les portes-étendards de l'excellence et de toutes les valeurs qui font les véritables patriotes au service de leur pays. Comme la Lopé, Franceville aura une particularité, celle de se situer à mi-mandat présidentiel. Sur la base d'un bilan visible, le nouveau gouvernement Onaondo a une feuille de route dominée par le pacte social dont l'engagement a été pris par le chef de l'État. Le gouvernement devra donc mettre toutes ses intelligences à la réflexion pour accoucher d'une stratégie pratique globale et par secteur à forte portée sociale, à même d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations. À Franceville, le gouvernement doit avoir comme base l'orientation du chef de l'État, l'urgence dans l'action et le droit des Gabonais à bien vivre. Je tiens à répéter qu'il ne s'agit pas d'un choix, ni d'une option. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est ce que nous devons à tous nos compatriotes les plus démunis, pour qu'il ne reste même plus l'espoir d'une amélioration de leurs conditions de vie. La journée de Franceville s'annonce bien pleine pour le gouvernement et les travaux aux allures pédagogiques rehaussés par la présence du chef de l'État. À chaque ministre de pouvoir en tirer meilleur profit possible pour la mise en pratique de ce pourquoi les Gabonais sont en droit d'attendre d'eux. Et justement, la rencontre de Franceville qui sera présidée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, résolument engagé à lutter contre la précarité, devra surtout permettre l'élaboration de la feuille de route de l'équipe gouvernementale dirigée par le professeur Daniel Onaondo. Rabia Delphine Yari, Armand Moupende plante le décor. Le nouveau gouvernement, qui pour le président de la République n'aura pas d'état de grâce, devra 3 jours durant rechercher des mécanismes de mise en œuvre du nouveau pacte social en tenant compte de l'amélioration des conditions de vie des couches les plus démunies de la population avec en prime la redistribution des fruits de la croissance, toute chose qui ne pourrait qu'enchanter les Gabonais. Et pour les Francevillois, en séminaire c'est bien, mais trouver les solutions aux maux qui minent le quotidien des Gabonais, c'est encore mieux. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce gouvernement il soit actif. Il puisse nous apporter un changement. La population bas peuple que nous représentons, il souffre tellement. La jeunesse, plus précisément, elle est la clé même du pays.
Mais nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de structure ou bien les moyens d'apport qui nous poussent normalement à agir comme il se doit, ou bien à être actifs dans ce Gabon d'avenir que nous attendons. Les jeunes en chôme, il n'y a pas des emplois, c'est qu'on veut qu'il embauche, il amène des sociétés pour prouver qu'on peut travailler. Je préconise un gouvernement d'action, un gouvernement qui prenne sa population en compte. C'est pas qu'on prenne quelqu'un aujourd'hui, qu'on le nomme, et par la suite, il se contente rien que de sa famille et de ses poches. Je dis c'est pas normal, parce que ça c'est des choses à déplorer. Parce que quand on prône l'émergence, moi je me dis ça doit s'étendre sur tout le pays, sur tous les axes, quoi, que ça se limite pas, qu'on prenne tout le monde en compte, quoi. Voilà. Et la jeunesse, on l'a toujours dit, elle est sacrée. Bon, moi je ne peux pas concevoir que quelqu'un, ici on est en plein Potos, regardez comment les jeunes traînent, il y en a qui n'apprennent plus, il y en a qui n'ont pas de boulot et ils sont contents de voler ici et là, c'est pas normal. En venant personnellement ouvrir les travaux de la rencontre de Masuku, le chef de l'État va sans aucun doute réitérer à Daniel Onaondo et son équipe son ambition de voir le gouvernement adopter des méthodes de travail plus efficaces afin de réaliser au mieux les objectifs de développement de notre pays. A signaler que le séminaire gouvernemental qui s'ouvre à Franceville est le deuxième du genre après celui de la Lopé dans le Gouévindo. Ce communiqué pour la suite du journal, le gouverneur de la province de l'Est hier convie les conseillers d'arrondissement de la commune de Ntoum à prendre part à la session spéciale du conseil d'arrondissement qui aura lieu demain selon le programme ci-après, 9h30, élection des membres du bureau du premier arrondissement à la salle polyvalente de Ntoum, 11h, élection des membres du bureau du deuxième arrondissement à l'école publique d'Ayémé Plaine, 12h30, élection des membres du bureau du troisième arrondissement à la salle polyvalente de Bikélé. Les conseillers sont tenus d'être au lieu dit 30 minutes avant le début de chaque session. La présence de tous les conseillers est vivement souhaitée. Le ministre de l'Éducation nationale était en conclave avec les syndicats du secteur de l'éducation. Au cours de cette rencontre, le professeur Léon Zouba a décliné à nouveau la vision du gouvernement pour le développement de ce secteur. Cabrel Guilain-Lemami, Richard Moubiwa Massessé. La rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, professeur Léon Zouba, et les différents syndicats de ce secteur vise la recherche des solutions devant conduire au développement du système éducatif et son fonctionnement harmonieux. Au cours de cette rencontre, qui est une première prise de contact depuis sa prise de fonction à la tête de ce département, le ministre a partagé sa vision avec les uns et les autres, celle de travailler en étroite collaboration avec les syndicats et de défendre les intérêts des enseignants et des élèves afin d'aboutir à une seule ambition, celle de préparer un avenir radieux à la jeunesse gabonaise. Nous souhaitons que nos partenaires comprennent les 5 points cardinaux qui nous ont été instruits par le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre, à savoir la communication dans la maison éducation, la concertation vers le compromis, le consensus afin de construire la maison éducation dans un dialogue social. Donc, s'il faut viser un objectif pour nous, c'est le dialogue social. Dialogue social pour que la maison éducation soit une maison apaisée, soit une maison à paix, où règne la sérénité pour construire ce que nos aînés ont laissé, nos aînés dans ces fonctions d'éducation nationale, pour construire un système éducatif cohérent. Une rencontre riche en échanges qui n'a pas laissé insensibles les syndicalistes. Aujourd'hui, les nouvelles autorités viennent avec un engagement sérieux, celui de dialoguer en permanence avec les organisations syndicales, celui de faire des organisations syndicales des conseillers. Et nous disons, ça ne peut que rencontrer l'adhésion des organisations syndicales du monde de l'éducation. Pour nous, nous sommes heureux que le ministre ait planté le décor et nous voulons simplement qu'il amène une nouvelle manière de faire afin que la sérénité non seulement revienne, mais également que les problèmes d'éducation puissent être abordés avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de calme possible.
Développer un partenariat constructif dans le but de favoriser le dialogue permanent et prévenir les conflits sociaux est désormais la tâche du nouveau patron du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre des PME en charge de l'artisanat, Gabriel Tchongo, vient de se concerter avec une dizaine d'associations autour d'une stratégie destinée à structurer ce secteur vital pour l'économie. Omar Edgar Djembidoukaga, Victor Mundunga. Au total et à cette première rencontre avec le tout nouveau ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services, 9 associations représentées. COPAM, Gabon Boutique, Gabon Art, Forêt Communautaire, SECRA, GabonExpo.com et RANEG. Une première rencontre pleine de perspectives. Si nous voulons compter sur l'artisanat comme un wagon du train de l'émergence, il est important que ces questions relatives à l'artisanat soient élucidées. Notamment la mise en place d'un cadre juridique et adéquat. Clarifier le statut de l'artisan. Travailler à la mise en place de la nomenclature du secteur de l'artisanat. La création de villages artisanaux dans toutes les provinces du Gabon. Mesurant les charges, mais modeste, le ministre de l'Artisanat a dit attendre des artisans, autres acteurs de l'économie, une implication active. La politique du chef de l'État voudrait que dans les villages, dans les cantons, dans les districts, dans les villes, une économie se développe là-dedans. Enfin, on doit se prendre en charge et faire, de leur environnement un pool économique permettant éventuellement de ne pas aller vers l'exode rural, maintenir les gens sur place, faire un développement. C'est le développement dont vous faites état, l'artisanat, la petite et moyenne entreprise villageoise, de la vente de la boîte de conserve à la vente des produits non ligneux sortant des forêts, qui pour nous est une ressource inépuisable si on la gère de manière rationnelle. Et là, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. La direction générale de l'artisanat, elle, a juré d'alléger la tâche du ministre par la disponibilité et la compétence des personnels. Gabriel Tchongo, qui a reçu l'aigle, signe de vision et d'efficacité, a dit craindre une seule chose, que le chef de l'État ne pense un jour qu'il s'est trompé sur le choix de sa personne. Pour sa part, Nelson Messon, le ministre en charge de la forêt, était en visite à l'École nationale des eaux et forêts. Objectif, apprécier les conditions de vie et de travail des élèves, des enseignants, mais également du corps, du personnel administratif. Jean-Augustin Zengi, Yvette Okosa. Portant la tête de ce département ministériel, celui des forêts, de l'environnement et de la protection de la nature, Nelson Messon effectue sa première visite à l'École nationale des eaux et forêts. Il était question pour le numéro 1 des forêts de toucher du doigt les conditions de vie et de travail tant des apprenants, des enseignants que du corps administratif de ce pool d'excellence, pas indispensable du plan stratégique Gabon émergent dans son volet Gabon vert. J'ai pu me rendre compte des difficultés et des problèmes auxquels l'école est confrontée, les problèmes dans les conditions de vie des étudiants, des enseignants, la nécessité d'améliorer la gouvernance de l'école, mais aussi de prendre certaines mesures assez urgentes d'ailleurs pour améliorer encore une fois le fonctionnement de l'école. Cela m'a permis aussi de discuter avec les enseignants, l'administration, de l'avenir de l'école, de ce que doit être la nouvelle ambition de cette école pour qu'elle continue à être une institution de référence qui participe à la formation des cadres, mais aussi qui soit au cœur de la réalisation de la vision du Gabon émergent et de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Une première visite qui s'effectue à une période où cette école connaît un arrêt de cours depuis bientôt 2 semaines. Il y a eu des discussions entre l'administration et les étudiants. Je pense que nous sommes en train de mettre en œuvre des solutions aux problèmes qui ont été identifiés. Donc nous allons poursuivre dans ce sens-là et faire en sorte que cette année scolaire soit meilleure en termes de conditions de vie et de conditions de travail et pour les étudiants et pour le corps enseignant et l'administration.
Soucieux de rétablir un climat apaisé et redonner à l'ENEF, Nelson Messon a eu tour à tour 2 séances de travail avec d'une part les corps administratifs et enseignants et d'autre part avec les étudiants avant de mettre un terme à sa visite. Les conditions dans lesquelles travaillent les membres de la Cour de cassation sont peu reluisantes. C'est le constat fait par le ministre en charge de la Justice, garde des Sceaux, Séraphin Mundunga. Au cours d'une visite, on retrouve Omar Edgar Djamilou-Kaga et Victor Mundunga. C'est dans ces prérogatives de tutelle administrative que le garde des Sceaux est allé au contact des présidents de chambre, des procureurs et des greffiers de la Cour de cassation, mais surtout au fait de leurs conditions de travail, en gros, peu acceptables, en raison de l'étroitesse des bureaux, l'insuffisance des équipements ou encore la proximité avec les autres juridictions. La cassation, c'est la plus haute juridiction en matière judiciaire et que toutes les décisions qui sont prises par les tribunaux et par la Cour d'appel judiciaire passent par la cassation lorsqu'il y a un pourvoi en cassation. Il était nécessaire que nous venions voir des conditions dans lesquelles travaillent ces hauts magistrats pour que nous puissions savoir en parler aussi bien en Conseil des ministres qu'en réunion du Conseil supérieur de la magistrature que préside lui-même Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Des difficultés de travail certes, des magistrats et greffiers déterminés à dire le droit aussi, mais surtout une tutelle qui prend bonne note. Les infrastructures au niveau de nos administrations et de nos institutions de la République sont progressivement en train d'être réorganisées, construites et nous pensons que c'est progressivement que les choses doivent se faire puisqu'il faut respecter la planification tenant compte de tous les secteurs d'activité de notre pays. La Cour de cassation que le ministre garde des Sceaux vient de visiter a la particularité soit de confirmer, soit de corriger les décisions rendues par les tribunaux et les différentes cours. Le ministre Séraphin Mundunga mesure donc l'enjeu. Ici au Palais de Justice, Edgar Djamilou-Kaga et Victor Mundunga. Le ministre en charge de la prévoyance sociale, Brigitte Anguillet-Mba, a eu une séance de travail avec les partenaires au développement. Il était question de faire le point des projets initiés par son département ministériel. On regarde. Face à Brigitte Anguillet-Mba et Marie-Françoise Dikumba, respectivement ministre et ministre délégué de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale, les responsables des organismes du système des Nations Unies et ceux des différentes directions placées sous la tutelle du dit ministère. La rencontre, une séance de travail, l'opportunité donnée aux partenaires au développement pour dévoiler leurs programmes respectifs liés à la prise en charge des nécessités atteintes du VIH-Sida, au renforcement des mécanismes de protection des victimes de toute forme de violence et à l'intégration populaire dans les politiques d'inclusion sociale. Nous avons quand même des phénomènes qui deviennent un peu récurrents. Nous avons les enfants des rues, nous avons la violence faite aux femmes et aux enfants. Donc au regard de cela, ces partenaires ne peuvent être que d'un appui indéniable pour notre pays. Nous devons travailler avec eux. Le Gabon est membre à part entière des Nations Unies. Donc au regard de cela, nous devons, au regard de l'expérience que ces partenaires de développement peuvent nous apporter, nous devons, je pense, nous en imprégner et en faire nôtre. Parce que le gros du travail, c'est quand même nous. C'est nous, les Gabonais, à nous saisir de toute cette expérience-là et à la transformer au regard de nos réalités. Dans les domaines de la protection sociale et de la solidarité nationale, les défis sont énormes, les attentes des populations également. Pour le membre du gouvernement, les manquements observés dans les missions assignées aux uns et aux autres feront l'objet d'une analyse minutieuse. Aujourd'hui, nous avons relevé quelques écueils dans le fonctionnement. Nous les avons notés au niveau du ministère et nous allons travailler dessus. Et les jours à venir, nous allons à nouveau faire un point pour savoir, au regard des décisions qui ont été prises, pour lever ces écueils-là, s'ils ont été levés. S'ils n'ont pas été levés, nous verrons également comment il faut faire pour qu'on arrive à atteindre les objectifs que le chef de l'État attend de nous, membres du gouvernement, et que la population gabonaise attend de nous également. Au terme de la rencontre, la patronne du ministère mis en exergue ici et ses collaborateurs ont émis le souhait que se pérennisent de tels échanges riches en enseignements. Je vous le disais au sommaire, Total Gabon, épinglé par le fisc gabonais, l'entreprise pétrolière qui serait redevable de 402 milliards de francs refuse catégoriquement
de payer sa dette. Moussa Ndiengi-Boussougou. La première compagnie pétrolière du Gabon, Total Gabon, a annoncé récemment, lors d'un communiqué de presse, avoir reçu, le 14 février 2014, un avis de redressement fiscal du ministère de l'Économie et de la Prospective, assorti d'un avis de mise en recouvrement partiel à la suite d'un contrôle fiscal dont la société a fait l'objet au titre des années 2008 à 2010. Contre toute attente, lors de la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, le correspondant d'RFI à Libreville a demandé à Alain-Claude Bilebinze si cette décision du Gabon ne l'exposerait pas à un coup d'État ou d'autres représailles de Total Gabon. Par ailleurs, sur les antennes d'RFI, un communiqué de l'entreprise Total Gabon a affirmé que Total ne payera pas le montant mentionné dans l'avis de redressement fiscal de 402 milliards de francs CFA. On a effectivement découvert avec beaucoup d'intérêt le communiqué de Total Gabon sur le redressement, l'avis de redressement fiscal. Et on a aussi eu le bonheur de voir le communiqué de la Direction générale des impôts. Monsieur le porte-parole, cette guerre de communiqués ne risque-t-elle pas de conduire le pays vers le mur? Car dans l'histoire du pétrole, que ce soit dans le monde arabe ou ici en Afrique, a démontré que tous les dirigeants qui ont cherché à introduire un peu de transparence dans la gestion de cette manne ont soit perdu le pouvoir ou perdu la vie. Monsieur Yves Goma, correspondant permanent de RFI au Gabon, à Radio France Internationale, je suis partagé entre répondre à votre question et considérer que, vu l'organe pour lequel vous travaillez, vous passez donc un message aux autorités gabonaises de faire attention, soit appel le pouvoir, soit appel la vie. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? C'est pas forcément ça. Bien. S'agissant de la question proprement dite, vous aurez constaté que la présidente de la République n'a pas communiqué dessus, mais que c'est la Direction générale des impôts. Nous sommes dans un pays où régulièrement les entreprises reçoivent des avis de redressement. Les entreprises sont contrôlées quant à leur conformité au fisc gabonais. Et là, il s'agit d'une entreprise, comme d'autres, ont reçu un avis de redressement fiscal par le passé. Pourquoi souhaitez-vous que, parce qu'il s'agirait là d'une entreprise dans le secteur du pétrole, qu'elle soit traitée différemment? Rappelons que dans le plan stratégique Gabon émergent lancé par le chef de l'État, le Gabon a signé un nombre de partenariats avec les sociétés pétrolières pour accompagner ce projet. Ceci dit, un audit du secteur pétrolier a été lancé en vue de repartir sur de nouvelles bases. L'on se souvient que sur ce plan, le Gabon a eu raison d'Adax Petroleum qui a payé le franc CFA au fisc gabonais. Total Gabon, partenaire privilégié de l'État, en refusant de payer ses impôts, en brandissant une épée Damoclès sur le pays et partant les populations gabonaises, réveille les vieux démons de la colonisation, grand-père de la France-Afrique, décrié par les nouveaux dirigeants de la France. Le Gabon est un pays souverain et Total Gabon est une entreprise au même titre que les autres. C'est pourquoi elle doit s'acquitter de ses impôts dans l'intérêt des deux parties. Dernièrement, le Gabon a mis à nu le taux de production des barils de brut augmenté frauduleusement par d'aucuns. Suivez mon regard. La question du journaliste d'RFI et le communiqué de l'entreprise Total Gabon pour intimider le gouvernement gabonais est d'une autre époque. Le refus de Total de se conformer à la législation fiscale en vigueur nous étonne pour cet opérateur économique qui devra accompagner l'État en vue du bien-être des populations gabonaises et non d'user de tous les moyens obscurs pour faire annuler le redressement et partant menacer de traîner l'État devant les juridictions internationales, alors que la majorité des griefs qui leur sont reprochés ne sont pas arbitrales au niveau d'une instance internationale. En décidant de reprendre la main et d'assurer un meilleur contrôle dans un secteur pétrolier qui assure 60% de ses recettes budgétaires, en accord avec certains partenaires dont Total Gabon, le Gabon assure sa souveraineté. C'est pourquoi le Gabon est résolument décidé à avancer dans la légalité pour l'intérêt du peuple gabonais. En allant à la pêche au gros avec la prise de Total Gabon, le gouvernement marque sa volonté d'assainir un secteur présenté comme un État dans un État.
Vous nous avez parlé de bonne gouvernance. Allons-y. Merci à vous, Moussa Ndiengi Boussougou, pour cette analyse. Ce sont près de 10 kg de chanvre d'une valeur de 3 millions de francs CFA qui ont été saisis par des agents de l'OCLAD. Les trafiquants, 3 au total, sont connus des services de la police judiciaire. Ludwig Kavou, Victor Mundunga. Voici un énième réseau bien structuré de trafiquants de drogue qui vient d'être démantelé par les agents de l'Office central de lutte anti-drogue OCLAD. Fabrice Bontungu, 31 ans, gabonais, Ibrahim Mouliom, 28 ans, camerounais, et Ntonwe Claude Alexis, 40 ans, de nationalité camerounaise, sont les présumés dealers retrouvés avec 90 bottes et 9 kg de chanvre. Interpellés en pleine opération de livraison de chanvre, au nommé Ndimbi Ondias Léandre, agent de force de l'ordre en fonction à la BRC, Fabrice Ntungu et Bon n'a eu de choix que de dénoncer ses principaux associés. Une opération qui a finalement conduit à l'arrestation d'Ibrahim Vendeur et de son associé et principal fournisseur, Alex Ntonwe, qui serait l'importateur de ce chanvre du Cameroun vers le Gabon. C'est moi qui ai réceptionné ça. Et puis comme je ne m'y connais pas dedans, c'est là où je vais manger. Bon, il a dit qu'il peut évacuer ça. C'est là où ça sort du Cameroun. C'était un colis d'un client. Depuis qu'il a fait venir ça, on l'appelle au téléphone. Son téléphone ne touche pas. Bon, ça a fait 1 mois et demi au magasin. Je travaille avec des gens qui m'amènent ça et puis voilà, j'ai été interpellé par la police. Ces trafiquants ne sont pas méconnus des services de police judiciaire pour avoir séjourné maintes fois dans leur prison. Face à cette réalité, on est en droit de se demander le comment et pourquoi ces malfrats ne purgent que partiellement leur peine. On parle à présent de la sortie officielle du mouvement d'Action pour le Gabon, cette association qui promeut les valeurs de solidarité et l'entraide à travers la création de petites unités de production pour les jeunes chômeurs. Cyril Bertrand, Ngaleko, Victor Mundunga. C'est un mouvement associatif qui compte aujourd'hui près de 5217 adhérents, dont 4019 jeunes, hommes et femmes, repartis dans les 9 provinces du Gabon. Pour la sortie officielle de ce mouvement d'action pour le Gabon, parrainé par Alfred Ndiabanda, le gymnase de Lomé a bien eu du mal à contenir du monde. Ponctué par la prestation des artistes locaux, les allocutions des différents présidents d'autres associations et l'installation du bureau restreint et élargi, la déclinaison des objectifs du mouvement était aussi nécessaire. L'objectif du mouvement d'action pour le Gabon est donc de mettre en exergue les valeurs de solidarité, d'entraide, de promouvoir notre richesse culturelle. Cet objectif consiste également à amener les Gabonais à prendre conscience de la nécessité de se prendre en charge et de jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement du Gabon. Le choix du parrain n'était pas en marge. Notre dévolu s'est porté sur la personne de M. Alfred Ndiabanda. Pourquoi un tel choix? Cette préférence se justifie. M. Alfred Ndiabanda est connu pour sa rigueur, son sérieux et son dévouement au service de l'administration. Revenons sur les valeurs d'unité et de solidarité qui constituent le socle d'une nation forte. Alfred Ndiabanda demande d'être attentif et réactif aux problèmes des jeunes. Le vrai problème pour nous, c'est vous les jeunes. Le vrai problème, c'est vous les jeunes. Il faudrait que nous nous occupions de vous les jeunes. Que la pauvreté dont on parle aujourd'hui, c'est le chômage. Le chômage est source de la pauvreté.
Et nous devons tout faire pour que les jeunes Gabonais soient fiers, pour que les jeunes Gabonais aient leur dignité. Et la dignité, c'est le travail. Le mouvement qui fait dans la révalorisation de la culture dans les langues, le folklore, la gastronomie, promouvoir l'entraide, le civisme et lutte contre le repli identitaire, entend initier une campagne de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national avec son parrain et l'ensemble de ses membres. Et justement, ce mouvement associatif dont le parrain est Alfred Guiabanda veut participer pleinement au processus de développement impulsé par les plus hautes autorités du pays. On retrouve Cyril Bertrand Galekouo et Victor Mundunga. Si le président Léomba parlait de Gabon d'abord, parce que le Gabon est notre dénominateur commun. Le Gabon, c'est notre bien à nous tous. Donc nous devons comprendre que ce qui est naturel transcende ce qui est artificiel. Parce que le Gabon nous appartient à nous tous. Et nous sommes, nous Gabonais, nous sommes condamnés, je dis bien condamnés, à vivre ensemble. Parce que nous appartenons à un même espace. Nous devons vivre dans la joie, dans l'harmonie et dans l'amour envers les autres. Et nous ne pouvons pas développer notre pays si nous ne sommes pas unis. Le syndicat des enseignants-chercheurs a procédé à la rentrée syndicale à la faveur d'une cérémonie officielle, occasion donc pour les responsables et membres de ce mouvement de rappeler les ambitions de cette année 2014. Yves Dieudonné Oyono, Michel John Boudéo. Dans cette salle, les enseignants-chercheurs se concertent autour de Jean-Rémy Yama, leur président. Cette assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui avait pour principal objectif d'adopter notre cahier de charges. Donc nos points de revendication qui vont être transmis donc officiellement au gouvernement. Donc ça s'est fait sous forme de rentrée syndicale. Pourquoi si tardivement? Mais parce que les universités ont commencé aussi en retard, donc en janvier. Ensemble, les enseignants-chercheurs de toutes les sections ont saisi cette opportunité pour aborder le sujet relatif à ce qu'ils qualifient de perception illégale de leurs primes, la pire. Le gouvernement reste disposé à respecter les textes et que rien ne sera fait à l'encontre des textes. Selon le président Yama, la rentrée syndicale de cette année est placée sous un meilleur signe. Sous le signe de la responsabilité des uns et des autres pour avoir une année ou des années normales dans nos universités et grandes écoles. Nous rappelons simplement au gouvernement que s'ils veulent une université nouvelle, une université compétitive, qu'ils doivent fournir des efforts importants pour accéder à tous les critères d'université nouvelle. 2012-2013 fut une année marquée par plusieurs événements regrettables et de nombreuses avancées en termes de négociations. Nous ferons tout pour que les enseignements aillent à leur terme. Et nous demandons au gouvernement de respecter ses engagements et de ne poser aucun acte qui pourrait entraver cette disposition. Le SNEC exhorte le gouvernement à rester fidèle à ses engagements. On parle également de ces journées portes ouvertes au musée national à l'intention des élèves et autres personnalités. Objectif, amener les uns les autres à s'imprégner la culture gabonaise. Cabrel Guinan-Lemami, Chrislin Maïnda. C'est parce que la culture est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié que la direction du musée national multiplie depuis quelque temps des visites à la faveur des élèves des écoles de la capitale gabonaise, afin qu'ils s'imprègnent des rites et traditions du Gabon, mais aussi qu'ils découvrent mieux l'institution qu'est le musée national. Est-ce que nos ancêtres étaient sales? Est-ce que nos ancêtres
Durant cette visite au temple du savoir ancestral, les élèves ont revisité l'histoire du Gabon à travers différentes sculptures. Chaque objet ici a une histoire du Gabon. Des ateliers à caractère pédagogique ont été organisés à l'endroit de ces enfants pour les amener à mieux connaître la société gabonaise dans laquelle ils vivent. Au sortir de cette visite, ils nous livrent leurs sentiments. J'ai vu ce que nos ancêtres nous avaient laissé, ce qu'ils avaient fabriqué, et tous leurs instruments de chasse, ce qu'ils montaient. Je trouve ça bien. J'ai vu des maisons en terre battue, j'ai vraiment apprécié ces maisons. J'ai vu les méthodes que nos grands-parents prenaient pour résoudre des problèmes dans les villages. J'ai vraiment apprécié ça. C'est à travers la culture que l'on se distingue, que l'on découvre ses origines. Le musée national se donne donc le devoir d'accompagner la jeunesse gabonaise et autres personnalités à mieux connaître le Gabon. Diaspora africaine et perspectives de développement en Afrique, tel était le thème de la conférence initiée au cours du 20e salon du livre de Casablanca, c'est au Maroc. Envoyé spécial Moussa Ndiengiboussou. La diaspora africaine, estimée à 140 millions de personnes, est une source stratégique et inépuisable pour le continent africain. En 2013, les transferts des migrants africains s'élevaient à 25 milliards d'euros et représentaient plus de 10% du PIB d'une vingtaine de pays dans le monde. Les migrants africains contribuent aussi à la croissance économique du continent par le biais de leurs connaissances, compétences et expériences acquises dans les pays de résidence. Leurs contributions stimulent les économies et font fléchir la pauvreté. Ça va nous permettre de coordonner nos actions, d'avoir une certaine harmonie dans nos démarches, mais aussi de pouvoir élaborer des projets communs qui répondent aux aspirations, aux attentes de notre communauté ici, c'est-à-dire au Maroc, en Afrique et en Europe. Plusieurs intervenants institutionnels africains ont échangé sur les meilleures pratiques et sur les perspectives de mobilisation de la diaspora dans l'agenda de développement du continent africain. Par notre biais du Forum des Marocains des Gabon, nous sommes venus ici pour parler de la vague migratoire, cette politique de sud-sud. La solution majeure, c'est une unité de notre continent, une unité au sein de nos pays. Tous les conflits que nous voyons malheureusement ces derniers temps viennent de divergences qui n'existent même pas dans nos cœurs et que quelqu'un nous instille. Je pense que le pouvoir de la diaspora, aussi bien politique, aussi bien économique et technique, est aussi à reconnaître. Ces assises sur la migration africaine ont croisé les regards d'éminentes personnalités africaines d'horizons différents. Comment sont perçues les migrations? Quelle est leur contribution au développement durable? Comment favoriser les échanges entre les migrants africains? Comment promouvoir le leadership de ces diasporas dans les pays de résidence ou d'origine? Des questions débattues au salon qui prend fin dans 2 jours. Au cours de ce 20e salon du livre à Casablanca, les femmes ont été à l'honneur. Les experts ont donc planché sur la migration féminine en Afrique pour une meilleure émancipation et partant le développement du continent. On retrouve Moussa Ndiengiboussou. Aujourd'hui, près de 232 millions de personnes vivent à l'extérieur de leur pays d'origine. 50% sont des femmes. Les femmes prennent de plus en plus d'importance dans les migrations internationales, mais aussi dans les migrations sud-sud. À l'intérieur du continent africain, elles ne sont plus de simples accompagnatrices de leur époux. Elles sont actrices d'une migration en solitaire et à la recherche du bien-être et de la prospérité. Les panélistes et moi-même avons essayé de montrer que ce n'est pas une cause à part ou une question à part, mais ça s'inscrit plus dans la problématique de développement de tout le continent. Parce que le visage des femmes, c'est devenu le visage de l'Afrique, et que ce soit dans les situations de migration, que ce soit dans les situations de pauvreté, que ce soit dans les situations de VIH, quand on parle de ce qui arrive aux femmes, on parle de ce qui arrive à l'Afrique. Près de 40% des migrants africains sont des femmes. La migration féminine autonome est en expansion continue et participe à la croissance du continent africain. Les femmes transfèrent plus régulièrement les fonds vers leur pays d'origine. Mais l'absence de données sexo-spécifiques ne permet d'évaluer l'impact sur le développement. Nous avons un conseil supérieur, le conseil supérieur des Marocains résidant à l'étranger. Ce conseil, il sait très bien qu'il a des souches de Marocains qui partent, soit en Afrique, soit dans les Amériques, ou bien dans les pays arabes. Alors, ils doivent trouver des brochures
sur ces pays, qui parle un peu sur la culture des pays où les Marocains doivent arriver. Au cours de ce 20e salon du livre à Casablanca au Maroc, on a parlé de l'apport du livre dans la culture marocaine, mais aussi et surtout des questions d'immigration et de la diaspora africaine et son apport pour le développement de l'Afrique. Ici à Casablanca au Maroc, Moussa Ndiengui Boussougou pour Gabon Télévision. Merci à vous Moussa Ndiengui Boussougou et bon retour à Libreville. Du sport dans cette édition d'information pour parler du championnat de boxe dans la capitale molvilloise. La fédération de boxe a tout de même tenu à ne rien manquer de la sortie de Mouila au nombre des commissions prises au sérieux la commission médicale. Raissa Lormedza, Francis Banja. Comme à chacune de ces compétitions, la Fédération gabonaise de boxe a pris soin d'assurer l'ensemble de sa délégation et d'offrir à tous son général et aux pugilistes en particulier un suivi médical adéquat afin de prévenir toute éventualité. Le docteur Norbert Mbandong, président de la commission médicale de la Fédération, et son équipe sont à la tâche dans l'une des salles de classe affectées pour la circonstance. Il n'y a pas eu de contre-indication à participer à la compétition. Ainsi, chaque journée, c'est sereinement que les boxeurs peuvent emprunter le chemin des rings de part et d'autre. La consigne est claire, ne pas sous-estimer l'adversaire. Quand vous commencez une compétition par une première victoire, ça émouve les autres, c'est possible et ça donne l'envie à toute l'équipe de gagner. Quel que soit l'adversaire, si on peut aller vite, on l'amène vite. Mais ils ne sont pas négligeables parce que c'est des nouveaux ou c'est des gens qui sont venus pour la première fois. Non, c'est des adversaires, comme tous les autres. On peut aller vite, on va vite. Les combats se poursuivent au gymnase Omar Bongo Ondimba chaque après-midi de 14h à 18h. Restons à Mouila où toutes les ligues de boxe étaient présentes à cette édition du championnat national de boxe 2014. Anciens et nouveaux se sont côtoyés sans complexe et dans le fair play. Quels souvenirs en gardent-ils, leurs avis et objectifs? Raissa Lormedza. Durant près d'une semaine, le gymnase Omar Bongo Ondimba de Mouila a abrité la 6e édition du championnat national de boxe, déterminant et préparatif pour les éliminatoires de la zone Afrique centrale de boxe. Le rendez-vous de Langounier a réuni plus d'une centaine de pugilistes. Les nouveaux venus ont fait face à la dure loi de l'apprentissage, à l'exemple de quelques pugilistes de Logo et Lolo. Il faut comprendre aisément que nous aussi on travaille chez nous dans des conditions difficiles. Ils n'ont jamais connu le ring. Pour une compétition de telle envergure, c'est une compétition nationale. La Nyonga, qui a combattu son complexe malgré l'absence de certains cadres, déplorera la modestie des moyens de la discipline. J'ai ramené 9 boxeurs. J'ai certains de mes meilleurs boxeurs qui sont restés pour des raisons de service, des raisons professionnelles. Sinon j'aurais pu amener, j'ai prêt à amener 15 boxeurs jusqu'au pas, mais le championnat national n'avait pas. À Mouila, le championnat national de boxe a été pour certains habitués à l'exemple de Soares Sobaï, un catalyseur pour aller plus loin. Je veux continuer dans ce métier parce que le métier là m'apporte et je veux réussir dans ma vie et je serai champion de Gabon et je fais ce sport pour défendre notre pays. Le gymnase aura été animé chaque jour par Souleymane et sa troupe. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain à 20h.